Autour de 6000 plaintes pour viol sur mineurs sont déposées chaque année en France, mais seulement 500 environ aboutissent à une condamnation. Dans ce documentaire, nous examinerons les difficultés liées à la protection des droits des enfants victimes d'abus sexuels en France. Nous mettrons en lumière les cas où le système échoue à garantir la justice pour les victimes de violences familiales et nous irons à la rencontre de mères qui, en cherchant à protéger leurs enfants, se sont heurtées à une société qui trop souvent laisse les enfants à la merci de conjoints potentiellement prédateurs. Est-il possible qu'un enfant soit manipulé et incité de manière systématique à formuler des allégations de viol afin de favoriser les intérêts d'une mère cherchant à obtenir la garde exclusive de son enfant? Bien que le syndrome d'aliénation parentale ne soit pas reconnu scientifiquement, il est fréquemment invoqué pour pointer du doigt des mères ayant une relation très fusionnelle avec leur enfant. Mais une telle relation peut-elle réellement mener à la fabrication de fausses allégations de viol? À travers une exploration en profondeur des lacunes institutionnelles et des possibilités de les combler, à travers une analyse de témoignages, de perspectives d'experts et un examen des données disponibles, ce documentaire questionne la capacité du système à évoluer pour commencer à véritablement défendre les plus vulnérables. En janvier 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé sa décision dans l'affaire Priscilla Maggiani. Elle a condamné Priscilla Maggiani, mère de la jeune Camille Chauvet, devenue majeure depuis, à une peine de 2 ans et 9 mois de prison. Les accusations de diffamation et de non-représentation d'enfants ont été rejetées, laissant subsister uniquement le chef d'accusation de soustraction d'enfants. Priscilla Maggiani et sa fille avaient séjourné à l'étranger pendant plus de 10 ans sans donner de nouvelles. Priscilla Maggiani a été arrêtée en Suisse en février 2022. Initialement condamnée à 5 ans de prison en septembre de l'année précédente, sa peine a été réduite à 2 ans et 9 mois de prison ferme, conformément à la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 janvier. Mais au mois de décembre 2023, coup de théâtre. La mère de la jeune Camille Chauvet a été libérée grâce au plaidoyer de ses avocates et de nombreuses actions réalisées par le CID, le Comité international pour la dignité de l'enfant, une fondation ayant vu le jour au début des années 90 en Suisse. En effet, si la justice française a longtemps considéré la mère de Camille comme instable et coupable d'un enlèvement, survenu après qu'elle a perdu la garde de sa fille au profit de son ex-conjoint Alain Chauvet, ce n'est pas le cas du CID, qui s'est battu sans relâche au cours des dernières années pour faire libérer la mère. L'équipe de NTD est allée à la rencontre des membres du CID afin d'entendre leur version des faits. Camille Chauvet aurait subi des abus de la part de son père durant son enfance, et c'est l'incapacité de sa mère à obtenir une réponse efficace du système judiciaire français qui aurait conduit à leur fuite. La police a fait une enquête qui a duré quelques jours. Il y a quelques examens médicaux qui ont été faits, mais qui n'ont rien donné du tout, parce qu'entre le temps où l'enfant parle et le temps où l'enfant est examiné, il se passe quelques jours, et dans ces quelques jours, les lésions, qu'elles soient vaginales ou anales, se sont refermées. Donc l'examen n'a rien donné du tout. Le mécanisme s'est retourné contre la mère, comme d'habitude. La mère a quand même fait un examen complémentaire à l'hôpital Trousseau à Paris, qui est un hôpital spécialisé dans le domaine. L'hôpital Trousseau a conclu qu'il y avait probablement eu quelque chose. Ça a été transmis à la justice, qui n'y a pas donné suite. Et la mère a appliqué le principe de protection en prenant la fuite et en venant s'installer en Suisse. Elle a été lourdement condamnée par le tribunal de première instance à Toulon pour des motifs juridiques qui ne tiennent pas la route. Nous sommes intervenus, nous avons demandé un avis de droit au professeur Bouloc à Paris, nous avons travaillé avec les avocates. L'affaire a été portée en appel devant la cour d'Aix-en-Provence, qui a supprimé 3 chefs d'accusation sur 4. Et alors quelque chose qui tue, c'est qu'il y a une vidéo dans laquelle l'enfant raconte ce qu'elle a vécu, et les psychologues disent oui, mais ça vaut rien parce que c'est dit sur un ton récité. Ils n'arrivent pas à assimiler le principe de dissociation que l'enfant a besoin de s'exprimer ainsi pour raconter les horreurs qu'il a vécues. J'ai commencé à parler des choses moins graves, puis des abus sexuels. Ce dont je me souviens particulièrement avoir dit est « il a mis son zizi dans le trou des fesses », car c'est là que les gens à qui je parlais étaient le plus choqués. J'étais heureuse de pouvoir être entendue sans être jugée.
D'après le CID, l'affaire Madjani ne serait qu'un grain de sable dans le désert. Le rapport d'enquête Réseau pédophile, publié en 2012 par le comité du CID, synthétise le travail accompli par la Fondation depuis 1990. Il recense le cas de mères françaises venues en Suisse chercher de l'aide pour faire face à un système judiciaire français ne répondant pas à leurs appels au secours. Le problème, c'est que, par exemple en France, les expertises psychojudiciaires ne sont pas reconnues financièrement. Ici, on est plus ou moins payé 10 à 15 000 francs pour une expertise, tandis qu'en France, c'est souvent même pas 500 francs, où moi j'ai eu connaissance d'experts qui avaient même pas vu l'enfant, ou qui avaient vu un des parents, ou même qui avaient fait leur expertise sur dossier, sans voir aucun des protagonistes. Ce qui mène des fois à des conclusions complètement folles. Le problème général que l'on rencontre avec la France, c'est un manque de moyens, un manque de volonté politique, et un manque également de formation des intervenants. Je m'explique. Lorsque un enfant dénonce à l'un de ses parents, le parent protecteur, parce que ça peut être le papa ou ça peut être la maman, lorsqu'il dénonce un cas d'abus, la première réaction qui est normale, le parent dit c'est pas possible. Il est en état de choc, il va interroger l'enfant, il va dire mais t'as mal compris, c'était un jeu ou t'as mal interprété le geste. Le parent protecteur va aller se renseigner auprès de ses amis, auprès du médecin, et il va s'écouler plusieurs jours ou plusieurs semaines avant qu'il n'aille à la police pour dénoncer le cas et porter plainte. À la police, on va l'encourager à poursuivre, on va lui donner son accord pour que l'enfant ne soit pas présenté à l'autre parent. Il y a des cas où la police appelle même le procureur dit oui, ok, pas de présentation de l'enfant à l'autre parent, le temps que l'enquête avance. Jusque-là, les choses, elles se passent normalement. Le problème, c'est que l'enquête après est bâclée, parce que la police n'a pas les moyens d'investiguer. Des victimes d'enquête bâclée, nous en avons rencontré. 3 mères dont les enfants ont été victimes d'inceste et qui n'ont pas reçu le soutien qu'elles auraient espéré. J'ai été violée par mon père quand j'étais petite fille. À l'époque, on a eu beaucoup de chance avec ma mère puisque mon père a assumé les conséquences de ses actes, il a avoué et ne s'est jamais rétracté. Donc mon père a été condamné, moi j'ai été protégée, pour moi le système a fonctionné. Aujourd'hui je comprends que s'il a fonctionné pour moi, c'est parce que mon père a fait en sorte que les choses se passent comme elles devaient se passer. Il a assumé les conséquences de ses actes et nous n'avons... heureusement, grâce à ça, pas eu à subir les dysfonctionnements, entre guillemets, du système. Ceux que je peux subir actuellement, puisque l'inceste chez moi s'est renouvelé avec ma fille. Et on m'a arraché ma fille, en fait, en 2015, quand j'ai dénoncé des viols commis sur sa personne. Alors, si j'ai dénoncé ça, c'est parce qu'elle m'en a parlé et que je l'ai cru. Donc on vous sort la présomption d'innocence systématiquement, mais jamais on va vous parler de la précaution qu'il faut prendre face à un enfant victime. La moindre des choses serait déjà de le protéger avant de pouvoir prétendre à l'innocence d'un criminel qui est dénoncé avec des faits très détaillés de la part des enfants, des choses qu'on ne peut pas inventer à l'âge de 4 ans, et des séquelles qui sont notoires sur leur comportement, sur leur physique aussi, puisque j'ai des preuves de dossiers médicaux qui montrent des MST à l'âge de 2-3 ans pour ma fille, quand même des hémorragies anales, ça s'invente pas, quoi. C'est du factuel. Je suis une maman de 3 garçons, âgés de 10, 8 et 6 ans, qui sont placés pour avoir dénoncé des viols incestueux sur eux, commis par le père. J'ai ramené mes enfants à des pédopsychiatres et mon médecin traitant a fait une alerte préoccupante. Voilà, et le père n'arrêtait pas de m'harceler pour récupérer les enfants. Ma sœur a fait un signalement au 119 et là le procureur a décidé de placer mes enfants provisoirement pour l'enquête. Ce sont des enquêtes qui vont durer 1 semaine ou 1 mois. Enquête qui consiste essentiellement en des interrogatoires d'enseignants, de personnes qui auraient pu entendre quelque chose. Donc ça n'amène pas d'eau au moulin. Le parent qui est abuseur est prévenu
qu'il va être entendu. Donc il a le temps de faire disparaître toutes les traces compromettantes dans son téléphone et dans le système informatique. Dans ce domaine de criminalité, la police n'a pas les moyens d'investigation qu'ils ont dans le domaine fiscal ou dans le domaine du droit des affaires. Donc ce sont les parents pauvres. Le résultat, c'est qu'on arrive à rien du tout. Sur cette base-là, le procureur il dit j'ai 2 versions, blanc et noir, le doute il profite à l'accusé. L'homme qui a violé ma fille, c'est le père de la femme qui a épousé le père de ma fille quand on s'est séparés. Voilà, donc c'est son beau-père et associé aussi. Quand ma fille, elle, les mots sont sortis de sa bouche, là, c'est ce qui a traversé mon corps, je ne pourrais pas le décrire, mais ça m'a paralysée, tétanisée. Je pensais tout simplement faire comme j'avais vécu moi, à savoir appeler la police et que les choses seraient prises en main, mais non. J'ai appelé la police, j'ai été confrontée à un mélange entre de l'incompétence, le fait qu'on ne me croyait pas et les relations du père de ma fille. Voilà, donc j'ai eu tout au long des procédures judiciaires, parce que moi on m'a enlevé ma fille en 2015, on est en 2024, j'ai un historique judiciaire assez important, donc tout au long des procédures judiciaires, j'ai eu affaire à ces comportements-là, donc de la malveillance, de l'abus d'autorité, et le fait qu'on ne me croyait pas. Jamais j'aurais pu penser qu'on puisse aussi maltraiter nos enfants. C'est déjà tellement violent ce qu'ils subissent, que la première chose que j'ai faite, c'était me tourner vers des psychologues, le médecin de famille, pour lui demander de l'aide, les gendarmes également, qui avaient reçu notre plainte très très rapidement, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune aide. Rien n'était organisé pour leur soutien. À l'heure actuelle, on commence à voir l'intervention de psychologues, mais ce sont des psychologues qui ne sont pas formés dans ce domaine-là, ou qui ont été formés selon la théorie du syndrome de l'aliénation parentale, qui est une théorie abracadabrante qui n'est pas reconnue par la communauté scientifique, mais qui malheureusement est appliquée en France, et selon laquelle le parent protecteur induit l'enfant à raconter n'importe quoi. Selon les concepteurs et les partisans de la théorie des fausses allégations et de l'aliénation parentale, une mère séparée ou divorcée aurait tendance, pour mieux accabler son ex-conjoint, à inventer des violences sexuelles commises à l'encontre de sa progéniture et à manipuler son enfant pour qu'il se plaigne, sans raison réelle, d'avoir été abusé. Or, selon un rapport du CID, les études faites par une série d'universités américaines sur des milliers de cas de viol recensés sur des enfants montrent que les mères menteuses, en cas de viol présumé du père, représentent pourtant au maximum 6% des cas. L'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'un parent manipule consciemment ou non son enfant et que l'enfant développe des sentiments négatifs, voire refuse de voir l'autre parent d'une manière vraiment très forte. D'accord, ça existe. Mais souvent, c'est dans des contextes souvent de maltraitance, de violence conjugale qui précèdent en fait ça. Par contre, il faut bien distinguer ça de ce qui arrive très souvent lors de séparations, divorces conflictuels, où il n'y a pas forcément de maltraitance, c'est où les parents sont souvent pas d'accord, et puis il y a quand même un conflit qui se passe, et pour l'enfant, ce vécu, il est peu supportable d'être entre son père et sa mère. Il est dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, et pour sortir de ce conflit de loyauté, l'enfant va adopter ce qu'on appelle une loyauté pour un de ses parents, une loyauté clivée. Mais c'est pas qu'il est aliéné, c'est juste qu'il adopte ce comportement pour sortir de ce vécu insupportable. La Civise, une commission d'enquête française fondée en mars 2021, à la suite de l'émergence du mouvement #MeTooInceste, dénonce ce syndrome d'aliénation parentale non reconnu officiellement et défendu par le très controversé et influent psychiatre américain Richard Gardner. Dans les années 80, la parole s'est libérée et il y a eu quand même une déferlante d'allégations d'abus sexuels par des parents.
Garner a profité en gros de ce climat pour que son concept de syndrome d'aliénation parentale ait un écho auprès de la population. Alors évidemment, cette théorie, pour la plupart des gens autour aujourd'hui, est un peu fumeuse, c'est-à-dire qu'il partait du principe que des relations sexuelles entre un adulte et un enfant n'étaient pas néfastes, que ça ne pouvait pas être traumatique pour l'enfant. Alors évidemment, on va pas revenir là-dessus, on sait maintenant qu'un enfant est évidemment traumatisé par ça. Et en fait, ça a eu des conséquences, tant des conséquences au niveau judiciaire qu'au niveau thérapeutique. En réaction, en fait, on va dire, aux allégations, il y avait beaucoup d'allégations qui étaient pour la plupart justifiées, mais d'autres pas. En réaction à ça, il y a eu pas mal aussi de réponses en disant, ben voilà, cet enfant est aliéné, et du coup, l'enfant était coupé de son parent aliénant, soi-disant aliénant, voire placé directement chez l'autre parent. J'ai une seule visite médiatisée par mois. Ils n'ont rien à me reprocher, alors que l'agresseur a des sorties libres avec les enfants à l'extérieur. Il passe toute la journée avec eux, sans aucune surveillance. Il n'a pas l'interdiction de quitter le territoire. Ce psychiatre, qui moi m'accuse donc d'être aliénante, dit bien que j'aurais inventé donc cette histoire de viol pour obtenir la garde de mes enfants. Or, j'avais déjà la garde depuis 1 an et demi. Donc ça ne tenait même pas la route. Donc je ne sais même pas comment il a pu rédiger un rapport de 30 pages. Il cite des soi-disant attaques que j'aurais faites contre mon ex-compagnon, alors que je n'ai même pas parlé de lui. Et il cite également faire référence à des rapports et des documents qu'il aurait reçus. Or, je ne lui ai remis aucun document, et je ne sais même pas à quel document il fait référence. Plus récemment encore, c'est le cas du petit Léon, 6 ans, qui a préoccupé les experts du CID. Sa maman est arrivée en Suisse après le classement sans suite d'une plainte déposée auprès de la justice belge. Elle a rapporté que Léon se plaignait de comportements à connotation sexuelle de la part de son père. Malheureusement, la justice suisse n'a eu d'autre choix que de se plier au verdict des autorités belges qui ont écarté la parole de l'enfant au nom du syndrome d'aliénation parentale. C'est compliqué. On se verra pas pendant les fêtes et Noël. Alors c'est compliqué pour le petit. Et donc c'est compliqué pour moi aussi. Ouais. C'est combien de temps vous avez pu la voir? Là, j'ai le droit à le voir 2 heures tous les 15 jours, sous surveillance. Avec surveillance, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul? Non, il y a une dame qui reste tout le temps lors de la visite. Ouais. Et voilà, qui intervient quand elle estime qu'elle doit intervenir. Par exemple? Quand Léon raconte quelque chose, qu'il dit qu'il reste beaucoup devant la télé, elle dit qu'il faut relativiser, que ce que dit l'enfant n'est pas exactement la réalité. Donc voilà, que je dois lui montrer que tout ça est très positif. Donc voilà. Quand le reverrez-vous la prochaine fois? Le 4 janvier. Le 4 janvier parce que ici, pendant les fêtes, j'ai pas le droit de le voir. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Il a 6 ans. Une psychologue suisse a soumis un rapport au procureur du roi en Belgique pour signaler ces incidents. Cet enfant m'a dit des choses qui étaient réelles. Il ne pouvait pas commander son comportement non verbal. Il était essoufflé quand il me parlait des agressions. Il avait une gestuelle particulière. Il avait des mots propres à l'enfant qui ne sont pas dictés par un adulte. Je l'ai reçu seul. Il avait des mots bien précis qui ne pouvaient pas être fabriqués. Il avait une gestuelle, un comportement non verbal qui ne pouvait pas être imité, à moins d'être un acteur de cinéma ou de théâtre. Par contre, ce qui m'a frappé, et je l'ai relevé aux autorités, c'est que cet enfant m'a dit qu'il avait peur de parler parce que son père lui avait dit que s'il parlait, sa maman irait en prison. Donc, la question de l'aliénation parentale m'a effleurée, mais du côté du papa. Cet enfant risque de ne plus jamais parler de ce qu'il a subi. Ça me semble assez évident, parce que c'est extrêmement dangereux.
Voilà où ça l'a mené. Il avait déjà très très peur de parler quand il était ici au cabinet. Il sursautait, il était comme s'il avait l'impression que son agresseur allait rentrer dans la pièce à tout moment, hein. Donc cet enfant a mis beaucoup de temps à parler. Je pense qu'à partir de maintenant, il n'osera plus jamais dire si quelqu'un lui fait du mal parce que ça peut se retourner contre lui. Selon les experts du CID, si ce rapport avait été envoyé à une autorité judiciaire suisse, une audience aurait très probablement été programmée. Lors de cette audience, la psychologue aurait eu la possibilité de démontrer la véracité des dires de l'enfant, et celui-ci n'aurait jamais été arraché à sa mère sur la base de la seule parole du père. Récemment, le Conseil constitutionnel a validé la loi Billon, soumise par la sénatrice Annick Billon, une décision historique qui renforce la protection des enfants en France, en définissant l'âge de consentement à 15 ans et en pénalisant sévèrement les relations sexuelles impliquant des mineurs. Mais ce changement législatif aura-t-il un impact réel sur la situation ? Les chiffres officiels révèlent un nombre alarmant d'enfants victimes de violences sexuelles en France, avec un faible taux de condamnation, indiquant une impunité généralisée. Malgré ces constats, le gouvernement français ne reconnaît pas la nécessité d'amélioration. Pour Georges Glatz, président et fondateur du CID, la question de la pédophilie en France est traitée avec trop de légèreté par la justice. Selon lui, si le phénomène était mieux compris et que le silence entourant ce fléau était brisé, les cas d'inceste impunis seraient peut-être moins fréquents. Il y a plusieurs groupes de pédophiles. Il y a les groupes, le premier groupe, c'est le groupe, celui qui va dans la famille. C'est le groupe le plus important, un oncle, une tante, il y a aussi des femmes qui font ça. Ensuite, il y a le deuxième groupe, c'est un pédophile qui prend quelqu'un au hasard, c'est l'attaque à la belette. Ça, c'est très dangereux parce que souvent, il veut enlever la victime, c'est un témoin gênant forcément pour la justice. Ensuite, il y a le groupe des institutions, ils sont importants. Il y a tous ceux qui vont dans les écoles, dans les clubs de sport, les foyers. C'est assez important. Là, on est des fois déjà dans les réseaux, pas toujours, mais on remarque que si on trouve quelqu'un qui est pédophile dans une institution, à ce moment-là, il est très important de faire parler les enfants. Parce qu'à ce moment-là, on va découvrir d'autres personnes qui sont aussi des pédophiles. Parce que souvent, ils se mettent ensemble. Si vous avez un directeur qui est pédophile, forcément, il va faire venir des gens de ce milieu. Et on a vu déjà dans les affaires des choses très importantes où effectivement des centaines et des centaines d'enfants ont été violés dans des institutions. Alors que la presse grand public aborde souvent avec prudence la question de l'existence de réseaux pédocriminels, le CID affirme pour sa part que derrière les criminels ayant fait la une des journaux, tels que Dutroux, Mancini, Zandvoort ou Allègre, se cachent des organisations pédocriminelles. Nous pensons qu'il y a effectivement des réseaux qui existent. C'est très difficile d'investiguer parce que ce sont des gens qui sont efficients dans la vie, qui se soutiennent les uns les autres, qui sont influents. Maintenant, ce qui nous fait penser que ces réseaux existent, c'est que nous avons eu différents témoignages concordants de personnes qui ne se connaissent pas. Et en recoupant, on retrouve un petit peu toujours les mêmes éléments. Un pédophile, il a derrière lui plusieurs victimes. Ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Donc chaque pédophile, il a derrière lui 5, 10, peut-être même jusqu'à 20 à 30 personnes. Le CID a commencé avec une histoire de réseau, à savoir notre première enquête, c'était sur une agence de voyage qui s'était spécialisée pour des pédophiles qui allaient en Asie. Voilà. Et grâce à cette enquête, nous avons pu faire arrêter cette agence, et c'est terminé en tout cas, parce qu'on a fait une plainte pénale. Si le CID reconnaît qu'il est plutôt difficile de démontrer l'existence de ces prétendus réseaux criminels, il insiste sur l'importance de donner quoi qu'il en soit crédit à la parole de l'enfant. À cet égard, il aspire à ce que la France et d'autres pays puissent s'inspirer de la Suisse en matière de formation des enquêteurs, voués à intervenir dans le cas de signalement d'abus sexuels sur mineurs.
avec la Convention internationale sur les droits de l'enfant, dans le fond, ce qui est apparu comme vraiment important, c'est le fait de tenir compte de la parole de l'enfant et que cette parole soit recueillie par un professionnel de manière professionnelle, en prenant du temps. Et on ne va pas reposer 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes questions à l'enfant et surtout pas le réinterroger à plusieurs reprises parce que il va en avoir marre. À la fin, il va raconter n'importe quoi. Maria Albertina est une enfant victime devenue grande. Sa parole n'a jamais été écoutée et elle a passé sa jeunesse ballottée entre l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et des parents qui la violaient. J'ai une lettre du procureur, du juge des enfants, qui demande à l'ASE de nous redonner à nos bourreaux parce qu'ils ont peur de nos parents, parce que mon père il a des armes, il a des pistolets et l'ASE a peur de mon père. Un jour, je fais une crise d'épilepsie assez importante, j'étais un peu plus grande. J'étais sortie moi-même de l'ASE, mais j'accueillais toujours mes petites sœurs en week-end, en vacances, comme si c'était moi la maman. Et ma petite sœur Nathalie, elle avait très très peur. Elle se cachait sous la table. Elle se faisait pipi, caca sur elle, et je comprenais que le cauchemar n'a pas arrêté. Et du coup, moi, un jour, je fais une crise d'épilepsie. Qui est assez importante. Je suis transportée aux urgences et je me fais violer encore une autre fois par un médecin. Ce médecin, je dis au chef en bas des urgences qu'il s'est passé, on essaye de me payer pour que je me taise. Ce que je fais, je me tais, je rentre chez moi. C'était le viol de trop puisque je veux me tuer à plusieurs reprises, mais mon agresseur, je ne sais pour quelle raison, en fait, il a été se dénoncer tout seul. Et il n'y a pas longtemps, j'ai compris que en fait, c'était un mal pour un bien, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu sauver mes petites sœurs, parce que là, j'ai eu un juge, un procureur qui était vraiment super. Il a entendu ma parole de victime. Et ce jour-là, il a compris que ce que ce médecin il dénonçait, c'était la vérité. Parce qu'il dit, il y a une victime qui va dire que je l'ai violée. Il y a quelqu'un qui va venir... en fait, il a donné tellement de détails que le procureur il était choqué, puisque quand il ordonne à la police et à la gendarmerie de venir me chercher, il me demande d'expliquer ce qui s'est passé le 24 septembre 1996. J'explique le viol au procureur et là il est choqué parce que j'ai donné tous les détails qu'il lui-même avait donnés. Et là il ordonne d'aller chercher mon agresseur pour le condamner, me le mettre en garde à vue. Et il me demande est-ce que j'ai déjà vécu des viols dans mon enfance, et je lui réponds que oui. Toute ma vie j'ai été violée par l'ASE et par mon père, et ma mère qui me frappait pour me faire violer, et qu'actuellement mes petites sœurs ils sont en visite avec ce bourreau, et c'est grâce à ça que j'ai sauvé mes sœurs. Au sujet de la fiabilité des témoignages d'enfants, les données statistiques montrent que les récits fabriqués sont extrêmement rares, ne constituant que 3% des cas, d'après une étude de la Civise. Dans ce contexte, il est préoccupant de constater que malgré cela, les enfants sont souvent renvoyés par la justice auprès du parent potentiellement maltraitant. Comment réformer un système qui actuellement ne parvient pas à protéger adéquatement les enfants ? Des mesures concrètes pour garantir leur sécurité et leur bien-être devraient être mises en place en France et ailleurs. Le 19 janvier 2024, un groupe d'experts de l'ONU a invité la France à agir de toute urgence pour protéger les enfants des abus sexuels incestueux
et s'attaquer aux traitements discriminatoires et aux violences subies par les mères qui tentent de protéger leurs enfants. Une rapporteuse spéciale de l'ONU a également adressé à l'ambassadeur de France une injonction relative à plusieurs scandales liés au traitement des violences sexuelles par la justice. Plusieurs cas sont cités, dont l'affaire très médiatisée de Priscilla Madjani. Priscilla Madjani a retrouvé la liberté fin décembre 2023, après 2 ans d'une lutte acharnée qui lui a valu le soutien et l'admiration du public. La campagne « Moi aussi, j'aurais agi comme elle » a mis en lumière une empathie collective envers les mères qui prennent la décision désespérée de fuir pour protéger leurs enfants. 11 ans et pour diffamation auprès de son ex-mari Alain Chauvet, qu'elle accusait de viol sur leur enfant, une situation que dénoncent plusieurs célébrités. Mais trop de femmes désenfantées en France sont encore dans l'attente que justice soit faite et que leur enfant soit retiré à un parent potentiellement dangereux. On a tous les mêmes convictions, on a tous le même espoir, c'est d'entendre nos enfants rire, être heureux, s'épanouir, avoir un avenir. J'ai eu la chance de rencontrer des mamans courageuses, des mamans extraordinaires, des femmes extraordinaires qui m'ont donné la force d'être là aujourd'hui et de continuer et de témoigner en espérant qu'un jour tout ça s'arrête. Voilà, on reste toujours optimiste et j'espère qu'on sera juste un exemple pour faire pousser la cause à un grand changement. Dans un tel système d'impunité, qui semble incapable de protéger les intérêts des plus vulnérables, il reste à espérer que le gouvernement français entendra les appels au secours.